Vous avez déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-câlin, des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Bel bonjour tout le monde, c'est Fanny Wa avec vous pour Ansi Menepila Sopama. Ansi Menepila Sopama, c'est une émission de la Sopamar. La Sopamar, c'est l'association de sauvegarde du patrimoine martiniquais, qui a 42 ans cette année. Donc, une fois n'est pas coutume, mais j'espère que ça ne sera pas coutume surtout. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas d'invité, donc je suis ma propre invitée. Donc, je vais faire une sorte de monologue. Voilà, bon, j'espère que ça ira, que je pourrai faire toute l'émission ainsi. Mais j'ai préparé des vidéos. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de SMTVD, les déchetteries. Je vais aussi vous parler aussi de servitude et puis du canal qui a été débouché à Sainte-Anne. Et puis pour finir, à Cœur-Bouliki, une eau ferrugineuse, si je dis bien les mots. Voilà. Donc en fait, bon, pour commencer, je peux vous inviter à aller soutenir la Sopamar ou à adhérer à la Sopamar en passant par le site internet qu'on appelle Hello Asso. Donc, vous allez sur votre moteur de recherche, voilà, ça s'affiche à l'écran. Donc, pour pouvoir soutenir la Sopamar, donc vous allez sur votre moteur de recherche internet et vous tapez Hello Asso à Sopamar. Et une fois que vous êtes entré faire un don à Sopamar Hello Asso, vous continuez, vous cliquez 2 fois dessus et vous tombez sur cette page. Donc, vous voyez que sur cette page, à gauche, vous pouvez faire des dons ou payer votre cotisation. Donc, voilà, donc vous pouvez faire un seul versement ou encore, vous pouvez faire des versements par mois à hauteur de ce que vous souhaitez. Voilà, donc vous pouvez donner une fois, comme il est affiché en haut, là, je donne une fois, vous voyez la flèche, voilà, 20 €, 50 €, etc. Ou encore, je donne tous les mois. Voilà. Donc ça nous permet à nous, à la Sopamar, de pouvoir subvenir aux frais. Donc on a un loyer à payer à Place d'Armor-Lamentin, de l'eau, le téléphone. Nous avons aussi des frais d'avocat. Autrement aussi, bon, lorsqu'on fait des impressions papier, tout ça, etc. Donc nous avons, comme toutes les associations, besoin des petits pécules. Donc, vous pouvez nous soutenir en passant par Hello Asso directement via le net. Alors aujourd'hui, donc je vais commencer déjà par SMTVD. Alors je ne sais pas si vous avez en fait, j'ai été surprise. Donc c'était mercredi, voilà, mercredi cette semaine. J'ai été surprise parce que j'ai vu en pleine zone humide au niveau du Lamentin à Carrefour Mao. Donc, je sortais de Fort-de-France et j'allais en direction de Place d'Armor-Lamentin. Et juste avant le Carrefour Mao, je vois sur ma gauche qu'il y a des remblais. Donc, curieuse que je suis, et j'avais déjà vu un panneau qui était marqué, ça fait peut-être à peu près 2 ans de cela, SMTVD. Donc, je m'y suis rendue, et puis pour voir ce qui se passait, pourquoi il y avait ce remblai en plein cœur de la zone humide. Donc, j'ai fait une petite vidéo qui dure pas très longtemps. On se retrouve juste après sur le plateau. À la cité Bois d'Inde, pas loin du Carrefour Mao. Donc, il y a des remblais là, je m'y rends. Il n'y a aucun panneau de construction ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, de la route, on voit les remblais. Donc, il n'y a aucun panneau indiquant ce qui est fait là. Donc il y a une route. Nous sommes en pleine mangrove, en pleine mangrove. Donc depuis la route, on voit ces remblais. Regardez, en pleine mangrove. Ici, nous avons une ravine ou une rivière. Là, c'est la cité Bois d'Inde.
Donc je sais qu'ils veulent faire une sorte de déchetterie ou je sais pas quoi. Je vais regarder sur le panneau devant. Donc peut-être qu'ils y sont en train de faire. Mais on ne voit aucun panneau indiquant des travaux. Vous voyez l'église du Lamentin, la tour, petit manoir. Donc ces remblais-là, on les voit depuis l'autoroute, avant le carrefour Mao. Nous voyons, là c'est Fort-de-France, le sud, voilà, en direction du nord, Trinité. Ouh là, là, il se met à pleuvoir. Aujourd'hui 22 avril 2022. Beaucoup d'images parce qu'il se met à pleuvoir. Donc vous voyez la rivière, il y a de l'eau. Les bâtiments. Je fais vite fait des images puis je pars parce qu'il pleut. Voilà, on voit l'autoroute, les remblais de terre, on voit le sol là. Voilà, la cité Bois d'Inde. Dernière vidéo sous la pluie. Pas grave. Voilà, pour voir de ce côté-là. Hop. Voilà, là il y a des caillassages. On voit ce qui a été mis comme remblai dans la mangrove, en pleine mangrove. Donc effectivement, on a vu sur les images qu'il y a des remblais en pleine zone humide, en pleine mangrove. Effectivement, bon, je me suis dit, bon, on a besoin quand même des déchetteries. Je ne parle pas des décharges, mais on a quand même besoin de déchetteries. Mais lorsque nous voyons déjà toutes les vidéos, toutes les émissions que nous avons faites précédemment, on a vu l'expérience que nous avons avec la SMTVD au Robert, avec la déchetterie du Robert, où l'ancienne décharge, eh ben, avait eu un incendie l'année dernière assez conséquent. Donc ça allait sur toute la population du Robert, de Trinité et tout. Et le feu a eu du mal, en fait les pompiers ont eu du mal quand même à éteindre ce feu. C'est comme un four à charbon. Donc on a déjà l'expérience des déchetteries et des anciennes décharges qui sont mal entretenues, qui créent de grands risques de pollution de l'air, pollution de la nappe phréatique, et puis aussi contamination des sols, et puis des émissions de gaz à effet de serre, et aussi, comme on avait vu au Robert, des incendies ainsi que des explosions. Mais l'expérience que nous avons de la SMTVD au Robert, c'est exactement la même chose que nous avons à Sainte-Luce, où régulièrement l'ancienne décharge est incendiée. Voilà, il y a en permanence l'année dernière, pendant plus de 6 mois, donc il y a eu un incendie sur la décharge SMTVD à Sainte-Luce. Donc pour que vous puissiez justement vous rappeler de ce qui s'était passé l'année dernière, j'ai repris une ancienne vidéo pour que vous puissiez voir, juste pour vous rappeler que déjà on a de mauvaises expériences déjà avec SMTVD sur 2 zones, 3 zones, je vais dire aussi, parce qu'à Châteauboeuf, c'est la même chose. Donc, il y a un incinérateur qui, en permanence, bien sûr, envoie ces fumées polluantes sur les habitants d'Ilan, de l'étang Abricot, de Volga-Plage, particulièrement, mais aussi il y a aussi donc c'est une ICPE qui se trouve en plein cœur d'une zone industrielle, et nous avons aussi la décharge à Carton qui elle aussi est incendiée. Donc lorsque cette décharge à Carton prend le feu, et bien toute cette fumée là va se tout Dillon, toute la population qui se trouve sur cette zone à Fort-de-France. Donc on a une gestion des déchets, des déchetteries, avec les anciennes décharges qui sont mal gérées, où il n'y a pas les moyens nécessaires pour pouvoir assurer une certaine forme de sécurité pour la population. Et je vois que
encore une fois, ils veulent mettre, mais cette fois-ci, en plein cœur d'une zone humide, en plein cœur de la mangrove, une zone inondable, parce que moi, je me rappelle, il y a 10 ans, 15 ans, toute cette zone-là, lorsqu'il y a de fortes pluies, c'est l'inondation. Le carrefour Mao, le rond-point où il y avait les dinosaures, bon, ben, là, c'était inondé, on ne pouvait pas passer en voiture. Donc là, du remblai, lorsqu'on met du remblai, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsqu'il y aura de fortes pluies, eh bien, l'eau va chercher à trouver un espace pour s'y trouver, quoi. Donc, ça va créer encore plus d'inondations, puisque, voilà. Mais en plein cœur de zone humide. Donc là, j'ai fait des recherches, parce que je me suis dit quand même que, comment faire, voilà. Comment font les autres? Puisqu'on dit que les décharges sont interdites. L'enfouissement des déchets, c'est interdit. Donc, j'ai cherché sur Internet quelles sont les solutions pour diminuer justement les déchets. Donc d'abord, je vais demander à Manuela de faire passer la vidéo de la déchetterie à Sainte-Luce. Donc ça a été filmé le 5 février 2022. Voilà, donc il y a 2 mois de cela. On se retrouve juste après pour que je puisse vous partager les recherches que j'ai faites sur Internet. Donc en fait, voilà, on voit qu'il y a des tas de gravier, de matelas, tout ça, etc. Et qu'est-ce qu'ils en font après? Il devrait y avoir un recyclage, c'est bien ça, Pascal? Il devrait avoir un recyclage, mais je ne sais pas si le recyclage existe. Seulement ce que je vois qu'il y a du déchet vert, je vois qu'il y a des choses que l'on dépose, mais en tout cas, on nous dit effectivement que la décharge serait fermée, mais la déchetterie fonctionne. Et comme la déchetterie fonctionne, qu'est-ce qu'on fait de ça? Puisque la déchetterie fonctionne, où est-ce qu'ils mettent Où est-ce qu'ils mettent les déchets récupérés, puisque la déchetterie doit être un espace intermédiaire. Et où ils mettent ça? Ils exportent en France? Je ne sais pas s'ils exportent en France, mais c'est à l'administration. Nous interpellons l'administration, nous voyons un camion qui va amener les déchets là. Nous ne prenons pas les déchets verts. Nous voyons les déchets verts, nous voyons que ça va mettre les déchets verts. Attends, je pense qu'on ne t'entend pas. Voilà, il y a une camionnette qui est en train de jeter du déchet vert. C'est volontairement que nous ne prenons pas le numéro de la voiture, mais on voit ce qui est fait. Alors donc, c'est des choses que nous déplorons et que nous demandons des explications. Nous attendons des explications de l'administration, SMTBD, des pouvoirs publics. Parce que, bien sûr qu'il y a le SMTBD, mais le maire de Sainte-Luce est responsable, je crois que c'est le secteur de Sainte-Luce, et des questions sanitaires sur ce territoire. Mais le préfet est responsable aussi de la santé des Martiniquais. C'est dans son travail. L'ARS est responsable de tout cela. Donc nous allons interpeller tous ces gens-là parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ce pays. Bon, je crois que j'ai entendu dire que le préfet a pris des décisions pour fermer les décharges, tant mieux, parce que ça fonctionne mal. Mais les décharges ou les déchetteries? Les décharges. Mais qu'est-ce qu'il a prévu en échange? C'est bien de dire que je prends un arrêté pour interdire, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ces gens-là font avec leurs déchets? Et c'est ce que nous posons comme question. En tout cas, il y a un problème sérieux à Martinique et nous allons interpeller les autorités et faire ce que nous avons à faire. Okay. Le bac numéro 4, par exemple, le carton.
ici, c'est tout ce qui est métaux. Attention, erreur de tri. Donc, on demande aux utilisateurs de faire attention aux erreurs de tri. Nous avons le bac numéro 6, tout ce qui est mobilier. Donc c'est bien orienté. Ah, c'est du tout venant. C'est facile, hein, le tout venant. On ne trie pas. Donc il n'y a pas de tri. Hein. On y met même le bois et le carton, hein, sans trier. Comment y traiter ce tout venant? Alors regardez la déchetterie avant. Alors, nous voyons là, c'est les déchets pour les huiles. Oui, c'est des déchets pour les huiles, mais en fait, c'est les bidons d'huile en fait. C'est juste les bidons qu'ils récupèrent, des bidons vides. Et puis normalement, il doit y avoir... Et récupérer l'huile, là c'est les ouais, bidons vides. Là, ça c'est les bidons vides. Et puis on doit avoir un fût pour l'huile même. Donc. Interdit dans les bornes d'apport volontaire, seringues, tout ça, les masques, les gants, en fait les ordures des hôpitaux, des infirmiers, interdit. Alors ici, on met dans les emballages, les poubelles jaunes, je trie mes emballages vides dans la bande jaune. Alors nous pouvons mettre tout ce qui est bouteilles et flacons en plastique, journaux, prospectus, conserves en métal, tout ça. Donc on met tout ça dans la poubelle jaune, lorsque vous avez des poubelles jaunes près de chez vous. Nous avons aussi ici, là, c'est pour ça qu'on voit des chiens, le refuge pour les animaux, le SPAM, Société protectrice des animaux de la Martinique. Voyons la fumée de la décharge. Nous voyons les tuyaux d'arrosage pour éteindre le feu. Mais bon, il n'y a pas de gazoil pour pouvoir alimenter les pompes pour faire monter l'eau et éteindre le feu. Ça fait 6 mois que le voisinage subit cette pollution. Donc ça faisait quand même, durant 6 mois, au moment où nous sommes allés, au mois de février 2022, que la population voisinant la déchetterie de Sainte-Luce vivait les émanations des fumées de cet incendie. Cet incendie qu'ils n'arrivaient pas à éteindre parce qu'ils n'avaient pas de carburant pour pouvoir mettre dans les pompes, pour pouvoir faire fonctionner les pompes, pour pouvoir envoyer de l'eau sur l'incendie. Donc on voit quand même qu'il y a de grandes difficultés de gestion de ces décharges. Donc c'est quand même problématique. Et lorsque je vois qu'effectivement qu'ils veulent en rajouter une, mais en pleine mangrove, si c'est pour gérer comme au Robert, à Sainte-Luce ou à Fort-de-France, bon, ça pose une certaine forme de problématique. Alors comment peut-on, comment font les voisins, comment font les autres villes, et comment peut-on faire pour que justement aider en quelque sorte SMTVD à gérer nos déchets à tous. Donc en fait j'ai vu que l'objectif de l'État français c'est diminuer de moitié les déchets avant 2025. Donc en quoi faisant? Donc en traitant les déchets bio-verts, les biodéchets, en faisant du compostage, en recyclant les déchets. Donc j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qui se faisait dans les autres villes. Donc on va voir sur la photo numéro 1, dans la ville qu'on appelle Chambéry.
Donc nous voyons que ils font ce qu'on appelle du compostage collectif. Et donc vous voyez les boîtes à compost devant nous. Donc ce qu'il y a, c'est que la ville a choisi justement d'apporter aux habitants des boîtes à compost pour pouvoir recycler les déchets alimentaires. Et en faisant justement ça, donc on va voir sur la photo numéro 2 aussi, c'est toujours à Chambéry. Donc nous avons, alors la ville permet d'avoir des boîtes à compost individuelles, donc c'est ce que nous voyons devant, comme une petite poubelle. Et puis sinon, des composteurs collectifs, les grosses boîtes que nous voyons derrière. Et en faisant justement ce compostage-là, ça permet de diminuer du tiers les déchets que nous avons dans nos poubelles, c'est-à-dire les déchets qui arrivent dans les déchetteries. Donc à partir du moment où on fait justement du compostage de nos déchets alimentaires, eh bien, on diminue au tiers le travail de ramassage des ordures et tout. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc ça permet de réduire les déchets déjà pour commencer. Donc ce sont des gestes citoyens. Donc faisons le tri. Donc les bouteilles, les conserves dans une poubelle, les déchets alimentaires en compostage et puis les autres déchets dans une poubelle unique. Il y a aussi, alors j'ai regardé aussi que il y a les emballages, en fait, ce qui pose problème donc aussi, c'est que à la source, il y a énormément de production de déchets. C'est-à-dire, je prends par exemple, lorsqu'on va acheter un tube de dentifrice, donc il y a le tube se trouve dans une boîte individuelle, et les boîtes individuelles se trouvent dans une plus grande boîte pour transporter les boîtes. Donc si on pouvait retirer même la boîte individuelle et avoir que le tube, eh bien c'est déjà à la source diminuer les déchets. Donc les entreprises, les usines peuvent faire l'effort aussi d'éviter la production de déchets, donc avec les emballages. Voilà, donc c'est diminuer la production de déchets. Donc en plus de Chambéry, donc j'ai vu aussi qu'il y a Annecy. Donc Annecy, qui eux, effectivement, on voit sur l'image à l'écran, nous voyons qu'ils font des boîtes des lambris compostage. Donc, ils font l'expérience, ils ont donné à 200 foyers ces petites boîtes-là, où les vers digèrent les déchets organiques à domicile, c'est-à-dire à la maison. Donc, ils ont fait cette expérience-là à Annecy et ça porte ses fruits. Voilà. Donc, et ce qui est intéressant aussi, lorsqu'il y a ce type de projet, c'est que ça permet de créer aussi des emplois. Donc, ils ont formé des ambassadeurs du compostage. C'est-à-dire, ils créent des emplois. Ce sont des personnes comme à la Sopamar. Nous avons le jardin compost. Nous avons 2 emplois civiques qui apprennent à faire du compostage, qui apprennent à faire du jardin et qui, à Place d'Armes au Lamentin, vont transmettre leur savoir et leur savoir-faire à tous ceux qui veulent participer au jardin partagé avec la SMHLM à Place d'Armes au Lamentin. Donc c'est un projet qu'on avait vu avec Yasmina. Elle était invitée sur le plateau de Zouk TV. Vous pouvez voir l'émission. Donc elle est sur le YouTube de Zouk TV. Donc effectivement, donc en plus de diminuer les déchets, il y a aussi la création d'emplois. Donc il y a aussi sur la photo 4 que j'ai trouvée, le compostage partagé
à Saint-Philibert de Bouenne. Je ne sais pas si j'arrive à le prononcer. Donc ça se trouve à Nantes. Donc ces grandes boîtes à compost, donc elles sont faites pour plusieurs habitants, et puis donc ils utilisent pour faire leur jardin. Donc recycler comme ça, c'est très peu coûteux. C'est-à-dire non seulement ça ne demande pas trop d'investissement, voilà, mais en plus ça permet aussi d'éviter d'acheter des engrais dans le centre commercial et de faire son propre jardin. J'ai vu aussi, lorsque je faisais mes recherches, que lorsque la ville de Chambéry a diminué au tiers la production de ces déchets, eh bien, ça a aussi diminué les frais de transport des déchets. Effectivement, étant donné qu'il y a moins de déchets, il y a moins de transport de déchets à la déchetterie. Donc c'est déjà très avantageux aussi et écologique. Donc les dépenses liées à la collecte diminuent. Donc nous avons aussi une autre manière que le compostage ou le recyclage pour pouvoir diminuer les déchets. On va voir sur la photo numéro 5 qu'on peut réutiliser le linge. Donc, dans l'exemple que je donne, c'est l'Assise en Martinique. Donc, nous voyons qu'il y a une collecte de linge. Et ce qu'il y a, donc on voit à l'affiche que donc il y a eu 351,1 tonnes de vêtements qui ont été exportés à l'étranger. Donc les vêtements que vous mettez dans les boîtes de l'Assise, eh bien 351 tonnes sont exportées. Donc c'est quand même assez intéressant. 19 tonnes sont utilisées pour les boutiques solidaires en Martinique. Et puis 500 tonnes ont été collectées pour l'année 2020. Donc on voit ici, dans cet exemple-là, qu'on peut réutiliser, on peut recycler ce que nous n'utilisons pas. Donc voilà. Et donc j'ai vu aussi dans mes recherches qu'il y a dans le monde, par exemple, je prends l'exemple de la production de jeans, les jeans qu'on met, hein. Donc c'est très polluant en réalité, parce qu'effectivement, alors il y a 100 milliards de vêtements qui sont produits par année, et il faut, pour produire un jean, de 7 000 à 11 000 litres d'eau pour fabriquer un jean. Donc c'est énorme. Juste pour un seul jean, vous imaginez la quantité d'eau qui est nécessaire pour le produire. Donc c'est pas très écologique et ça use énormément d'eau. Et donc par an, donc je disais qu'il y a 100 milliards de vêtements produits par an, mais par an aussi, il y a 4 milliards de déchets textiles par an. Donc c'est quand même énorme. Alors si on peut permettre la réutilisation de ces vêtements via l'Assise en Martinique, donc je pense que ça c'est une belle opportunité. Voilà. Donc je continue. Il y a aussi une autre manière. Donc on a vu le compostage, le recyclage des vêtements, et nous avons ici en Martinique un très bel exemple aussi. Donc c'est ce qu'on appelle le Repair Café. Ça se trouve au Lamentin. Voilà, vous voyez, j'ai pris un flyers sur le Facebook, donc leur Facebook, Écomobile. Donc c'est une association qui vous aide à réparer vos électroménagers qui sont abîmés. Donc vous voyez les écrans télé, les ordinateurs, les téléphones portables. Donc en fait, au lieu de jeter vos machines qui ne fonctionnent plus, eh bien vous pouvez les contacter. Vous voyez, diagnostic 5 €, diagnostic et réparation,
10 € et vous emmenez aussi vos enfants. Vous pouvez aussi les faire réparer aussi vos vélos. Donc c'est très ludique. Donc cette association-là permet de diminuer les déchets, préserver alors l'art de réparer, donc que de génération en génération, qu'on n'oublie pas le fait qu'on peut réparer et puis qu'on apprenne à réparer nos propres affaires, de transmettre des connaissances et puis aussi de renforcer la cohésion sociale. Donc lorsqu'on va dans cette association, donc on est en contact d'autres personnes et on apprend. Donc c'est une idée qui est assez intéressante aussi pour pouvoir diminuer nos déchets en Martinique. Donc il y a plein d'idées pour pouvoir justement recycler. Il y a aussi des associations qui font de l'artisanat avec les bouteilles en plastique. Donc en fait, on peut tout recycler, les mettre, faire des œuvres d'art avec. Donc c'est aussi une manière de recycler. Donc j'ai vu que l'association Écomobile a été créée par la CACEM, avec la CACEM, la CTM, avec l'ADEME. Donc ils sont sur les communes de la CACEM et ça a été créé en 2015. Donc il y a aussi, on peut retourner aussi aux anciennes pratiques que nous avions, c'était les bouteilles consignées, c'est-à-dire toutes les bouteilles que nous avons, les ramener à la source pour qu'elles soient réutilisées. Alors j'ai vu aussi qu'en Alsace, voilà, alors elle est passée, le département est passé de 400 kilos de déchets par an et par habitant de 1999 à 94 kilogrammes de déchets par an par habitant. Donc c'est vraiment énorme, ça va très vite. Donc si nous faisons ces efforts-là de valorisation des déchets, de compostage, etc., eh bien, en Martinique, on peut réussir aussi à avoir des résultats positifs et éviter de rajouter des déchetteries qui sont en finale pour lesquelles il y a une gestion assez catastrophique. Donc, dans la région de Flamande aussi, en Belgique, donc j'ai pris plein d'exemples pour montrer que c'est possible. Donc, c'est possible ailleurs, c'est possible aussi en Martinique. Donc, c'est eux, en Europe, qui ont le meilleur taux de valorisation des déchets, c'est-à-dire que 70% de leurs déchets, des déchets municipaux, sont réutilisés, recyclés, compostés. Et ils ont aussi, en Belgique, interdit la mise de biodéchets dans les décharges. Donc il y a une loi qui dit que vous n'avez pas le droit de mettre des biodéchets envoyés à la décharge. Donc recyclage. Donc ce sont des astuces qu'on peut trouver et qu'on peut faire chacun chez soi à la maison pour pouvoir permettre justement de protéger notre patrimoine, notre écosystème. Donc les bonnes pratiques, elles existent. Il faut une volonté politique et aussi ainsi que chacun chez soi. Donc on va passer à un autre dossier. Donc vous vous rappelez, donc on avait eu la semaine dernière, on avait parlé du dossier qu'il y avait au Diamant. De la construction de 12 appartements qui se trouvent en bordure de route, mais aussi sur le domaine public maritime. Donc, lors de l'intervention de la Sopamar vendredi dernier, donc il y a une semaine, la DEAL, la gendarmerie s'est déplacée, la DEAL s'est déplacée. Et donc, ils ont fait un constat à l'œil. Et à l'œil, ils ont vu qu'effectivement, qu'il y avait un piétinement du domaine public maritime, qu'il y avait l'enrochement qui était trop à la verticale et qu'il y avait, donc il y a la mairie aussi qui était présente sur le lieu, les services paix. Donc, ils ont constaté qu'effectivement, qu'il y avait aussi un danger côté route
parce qu'ils avaient créé une coupure de la route qui était trop près des rambardes et puis du trottoir. Si un camion se place, risque de tomber, etc. Donc effectivement, il y avait un vrai danger. Donc mardi dernier, il y a eu une grande réunion. Donc nous étions 22 dans la réunion. Donc il y avait l'ADEAL, l'Espace Sud, le service de l'urbanisme de la mairie du Diamant, Monsieur le maire, la Sopamar, et il y avait aussi les promoteurs présents à cette réunion-là. Donc effectivement, il y a eu un arrêté, 2 arrêtés pour faire arrêter les travaux, mise en sécurité du site, voilà. Et puis donc on est quand même content de la Sopamar qu'il y a eu. C'est vrai qu'on a dû faire un petit forcing, mais c'est pour la sécurité de tous, parce que la Sopamar, nous avons vu que c'était non seulement ça représentait un danger, mais il y a déjà eu une expérience. Donc on va voir justement sur la vidéo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à la Jambette, c'était le 28 juin 2019. Donc le 28 juin 2019, il y a eu l'effondrement de la route à la Jambette au Lamentin. On se retrouve sur le plateau juste après cette vidéo. Nous sommes le 7 avril 2022. La route qui a été, qui s'est écroulée, qui s'est effondrée là, juste en face de nous. Voilà. Donc les travaux, voilà, ici, ce sont ces travaux qui avaient été effectués, qui ont créé un désastre. L'éboulement de la route. Vous voyez, là, nous sommes derrière, voilà. Donc la route est toujours barrée, toujours pas réparée. Qui doit payer les travaux, qui doit faire les travaux, qui est responsable des dégâts. Ce bâtiment-là avait été touché aussi, des fissures. Voilà. Je pense qu'il peut quand même avoir un impact économique pour la pâtisserie qui est un peu plus loin sur la droite là, parce que maintenant les gens, bon, c'est pas une route passante, donc je pense qu'ils doivent subir quand même. Ça y est, c'est parti. La nature a repris ses droits. Voilà. Peut-être qu'ils font une route parallèle, un peu plus bas, je ne sais pas, peut-être. Voyez. Oui. Ils doivent certainement construire une route. Ouais, ben oui. En contrebas. Travaux. Qui en est responsable? Voilà. Un gros stop. Là, ça sera plus facile à voir là. C'est pour voir si c'est plus facile à voir. Voilà, c'est bon. Donc ils sont en train de construire la route. Là. En contrebas. Donc les images que vous avez vues, la date du 28 juin 2019, heureusement nous avons eu quand même quelqu'un qui a pu prendre les images au moment où la route justement s'est effondrée, et vous avez bien vu qu'il y avait déjà un mur de soutènement et puis la construction d'un hôtel juste à ras-motte de la route. Eh bien, c'est BT Herbat, et ce sont eux-mêmes qui, au Diamant, les mêmes, voilà, qui faisaient la même chose au Diamant. Donc, lorsqu'on a déjà eu une expérience au préalable,
comme je parlais tout à l'heure là pour SMTVD, il faut éviter de reproduire les mêmes erreurs parce que le 28 juin 2019, heureusement, il n'y avait pas de voiture sur cette route-là. Heureusement, il n'y avait pas de piétons. Et il faut savoir aussi que l'immeuble qui se trouve juste un peu en haut, eh bien, lui aussi a été atteint par cet éboulement-là, puisqu'il est fissuré. Et l'immeuble, on voit dans les images que j'avais faites précédemment, eh bien, que l'immeuble bouge aussi, suite justement à cet éboulement. Donc, pour pouvoir justement régler le problème, donc maintenant ils sont en train de réaliser, c'est problématique pour la mairie du Lamentin, mais ils sont en train de réaliser un peu plus bas une route. Donc ils testent. Et donc il y a quand même un impact sur les commerçants voisins à cette route-là. Voilà. Et puis ainsi que pour les personnes qui vivent juste à côté. Donc comme le temps est très court, donc je ne vais pas montrer la vidéo, je vais la mettre sur le YouTube de Tsaba, T-S-A-B-A, la vidéo qu'on avait faite à Jambette du 28 juin 2019. Donc la Soubamar s'était rendue sur les lieux. Donc vous pourrez voir sur Tsaba cette vidéo-là. Donc on va passer vite fait à... En fait, vous vous rappelez que nous là étions allés à Sainte-Anne sur la lagune et puis qu'il y avait eu la mort de plusieurs poissons à lance-moustique. Parce qu'effectivement, la lagune, le lac, en fait, on m'a dit que c'est pas un étang. Voilà, ce n'est pas un étang. Donc, c'est une lagune qu'il y a aux Salines. Et donc, en fait, il y a eu... ça a été bouché. Donc, dimanche dernier, eh bien, on va voir sur la vidéo qui vient, dimanche dernier, des militants, dont Marcel, se sont rendus à cette portion de terre, de lagune, pour déboucher l'étang. Donc, après l'image, on se voit. Oui, eh bien, nous avons manœuvré le dernier lundi barrage à la qui est toujours en place. Donc, c'est le dernier lait. Nous avons exigé, donc, la nous a fait bœuf pour mettre à dans mon protocole. Et exigence d'un périmètre de protection de la lagune des Salines, de la zone du site Ramsar. Donc là, c'est laitiers de Lance-Meunier. Donc on voit qu'ils ont débouché cette partie-là. Et tout de suite sur la vidéo que nous voyons après, nous allons voir que effectivement, que ça a empêché à l'eau d'arriver au bassin des marais. Et c'est ce qui tuait les poissons. Donc on va voir la vidéo tout de suite. À Font-Moustique, en Meunier. Et on peut constater le retour donc de l'eau et donc le retour de la vie depuis la lagune des Salines, puisque le barrage n'existe plus depuis dimanche. Donc c'est là où nous avions des fortes odeurs de poissons morts, des poissons morts toujours qu'on peut voir des traces, et donc les mangliers qui revivent, la vie qui reprend donc à Lance-Meunier. Alors vous voyez, donc en amont, le canal reliant justement la lagune des Salines avait été bouché et nous voyons que la vie retourne quelques jours après. Donc c'était dimanche que le canal a été débouché. Quelques temps après, Marcel retourne sur le terrain et voit qu'effectivement qu'il y a de nouveau de l'eau dans cette lagune et qui permet de redonner vie à cette lagune. Donc nous voyons combien il est important quand même de favoriser la vie plutôt que tout ce qui est commerce. Je voulais aussi vous montrer des images que j'ai prises à Cœur Bouliki. Donc il faut savoir que Rosalie et moi, nous nous sommes rendus à Cœur Bouliki par rapport au forage
qu'ils veulent pérenniser à Cœur-Bouliqui, à Saint-Joseph, dans la rivière Blanche. Donc nous avons du captage d'eau en surface et ils ont fait 2 forages pour capter l'eau en profondeur dans la nappe phréatique. Mais il y a 1 mois, 10 jours, en fait, allons voir une quarantaine de jours, Rosalie et moi, on s'est rendus sur le site. Et lorsqu'on s'est rendu sur le site, on a vu des vidéos, en fait, on a fait des vidéos, donc je vais vous montrer la prochaine fois. Donc, on a vu qu'ils ont créé un 3e forage. Et ce 3e forage-là n'est pas dans leur projet, en réalité. Donc, c'est un 3e forage illégal. Donc, comme régulièrement, je me rends sur le site, pas plus tard qu'il y a 3-4 jours de cela, je me rends à Cœur-Bouliqui, je fais un tour au niveau des forages, je fais un tour pour voir si il y a des mouvements. Et qu'est-ce que je constate? Eh bien, des images, je vais vous les montrer et puis après, je vais les commenter après. Donc, c'est là, on voit la rivière rouge, orangée, et je me posais la question, c'était quoi? Donc, on se revoit juste après la petite vidéo. Je suis à Cœur-Bouliqui. Je trouve que c'est bizarre, ça. Tu vois, c'est la rivière, là. Voilà. Là, il y a le parking à gauche. Et je trouve bizarre. Des sortes d'algues, c'est orange. Bon, il y a des têtards. Ça descend aussi par là, sur la gauche. Mais c'est bizarre. Donc, effectivement, vous voyez, donc... Lorsque j'ai vu ça, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Donc j'ai filmé et j'ai demandé à Marcel Bourgade au téléphone. Je lui ai envoyé la vidéo et j'ai demandé c'est quoi parce que c'est bizarre. J'ai même secoué un petit peu. Ce sont pas des algues. Ça se dissout en fait dans l'eau de rivière. Et il m'a dit qu'en fait que c'est apparemment de l'eau ferrugineuse. Voilà, on voit à l'écran. Je trouve que c'est très joli. Hein. C'est vraiment très très beau. Il n'y a pas d'odeur du tout. Donc, mais il me dit que c'est de l'eau ferrugineuse, du sulfate de fer. C'est comme de la rouille, effectivement. C'est orange comme la rouille. Et il m'a expliqué qu'en fait, que c'est lorsqu'il y a des mouvements souterrains. Lorsqu'il y a des mouvements souterrains, eh ben, il y a une remontée, justement, de ces eaux, je reprends le mot pour bien dire le mot, ferrugineuses. Et nous voyons cela aussi à Absalon. Donc, justement, cet effet-là. Donc, c'est lorsqu'il y a un phénomène tremblement de terre, sismique, dû à l'effet volcanique, que nous avons cela. Et puis, j'ai mis cette vidéo-là sur mon Facebook et j'ai vu un commentaire qui disait que c'est pendant le carême. Effectivement, j'ai demandé à Marcel. Marcel me dit que lorsqu'effectivement il y a un carême, en fait, les carèmes très très secs peuvent produire, mais vraiment secs, hein, peuvent produire aussi ce type de remontée. Et donc, en fait, je me suis même dite, j'ai dit à Marcel, mais il y a une quarantaine de jours, ils ont fait un nouveau forage. Donc, est-ce que ça ne serait pas lié, puisqu'il m'avait expliqué que ce sont les mouvements souterrains qui pouvaient faire remonter aussi ce type de phénomène. Il m'a dit oui, ça, c'est une possibilité aussi que ce soit dû, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'ils ont fait le 3e forage illégal. Voilà. Donc ça peut être dû aussi à ça, cette remontée de fer, parce que effectivement, il n'y avait pas, il a plu, il pleut, il n'y a pas vraiment un carême très très sec comme par exemple 2020. Donc voilà. Bon. Alors donc vous voyez que quand même nous sommes sur le terrain à la Sopamar. Et donc si vous avez auprès de chez vous des éléments, en fait des panneaux qui surgissent du jour au lendemain, vous pouvez faire appel à la Sopamar. Non, c'est pas à la Sopamar de le faire. Nous sommes une association de bénévoles. Donc c'est l'ADEAL, c'est l'ONF, ce sont les services de l'État, ce sont les mairies qui doivent faire ce travail-là. Mais étant donné que ce n'est pas fait,
Donc je me rappelle pour le diamant dernièrement, pour que la DEAL puisse se déplacer, il a fallu vraiment avoir du grabuge, quoi. Donc c'est quand même triste, mais c'est pas à nous de le faire, c'est au service de l'État de le faire. Donc nous sommes des bénévoles, association agréée écologique, et on aurait bien souhaité justement éviter d'intervenir sur ces en fait, ça serait bien qu'on n'intervienne plus sur ce type de dossier, alors qu'il y a des personnes qui sont payées à le faire. Donc, voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit. En fait, j'avais préparé aussi une petite vidéo, mais on n'a pas le temps de la passer. C'était sur la servitude au Robert. On verra cela la semaine prochaine, parce que effectivement, je voulais que soit Pascal Tourbillon ou Rosalie nous fassent connaître c'est quoi un droit de passage et une servitude. Je voulais aussi, donc on va voir la semaine prochaine. Donc nous avons à la Sopamar des visiteurs le lundi soir, et ce qui me permet aussi d'apprendre ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible. Donc le déclassement de terres agricoles, le fait qu'on ne puisse pas séparer une terre agricole en plusieurs morceaux, voilà, etc. Donc en fait, on va voir ça justement la semaine prochaine. Donc je vous remercie de suivre la Sopamar. Je remercie Manuela, je remercie Zouk TV qui nous reçoit régulièrement sur son plateau, ce qui nous permet aussi de vulgariser la connaissance et la protection de notre patrimoine. Et donc je vous dis à très bientôt sur Zouk TV avec Faniwa, Ansimène et puis la Sopamar. Vous avez déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes, comme on a dit.